Bonjour, nous voici donc à l'avant-dernière séance du séminaire, parce que je rappelle qu'une séance aura encore lieu dans 15 jours. Elle sera donc assurée par Ruth Amossi et Roselyne Coren, qui sont deux grandes spécialistes de l'analyse du discours, qui seront là en présence. Aujourd'hui, nous recevons Angélique Quimonier et Ruth Wodak. L'exposé de Ruth Wodak se fera en anglais. Angélique Quimonier parle plusieurs langues, dont le français. Et donc, ce sera facile à suivre. Alors, le sujet est commun, ce sont les discours de haine. La haine est un concept qui existe juridiquement. Vous savez que dans la loi de 1972, la loi Pleven, qui a modifié la vieille loi sur la liberté de la presse, il y a la création d'un délit d'incitation à la haine raciale, à la haine pour des raisons d'origine, de race ou de religion. Mais en fait, si la loi utilise l'expression le mot haine, on ne peut pas dire que la loi définisse véritablement ce qu'est la haine. Et donc, vous nous en parlerez certainement, Angélique Quimonier. Il y a tout un débat à ce sujet, il faut le savoir, et en particulier ce mot haine, hate speech en anglais, les discours de haine, est l'objet d'un débat très très vif, puisque aux États-Unis, il n'y a quasiment aucune limite contre les discours de haine. Il n'y a pas. La liberté d'expression est tellement sacralisée aux États-Unis, en raison du premier amendement, que les discours de haine sont extrêmement difficiles à condamner aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, dont la France. Donc cette relation entre l'analyse proprement linguistique et puis l'analyse juridique, c'est quelque chose dont peut-être on aura aussi à reparler après avoir examiné les exemples qui seront la matière de votre exposé. Donc nous recevons Angélique Quimonier et Ruth Wodak. Angélique Quimonier donc, est, comme vous le voyez ici, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine, à Nancy. Vous êtes à Nancy et non pas à Metz. Vous êtes à Metz, hein, voilà, ça c'est la grande dualité, Nancy ou Metz, mais ils ont réussi à s'unir pour faire une université unique. Enfin, il y a quand même un pôle messin et un pôle nancéien, vous êtes sur le pôle messin. Et donc, vous faites partie des rares personnes, il n'y en a pas tant, qui étudient systématiquement avec des méthodes rigoureuses le développement des discours de haine, et notamment de haine vis-à-vis de l'immigration. C'est ça votre sujet. Et c'est également le sujet de Ruth Wodak, mais selon une autre optique. Ruth Wodak est la promotrice d'une critical discourse analysis, d'une analyse critique du discours, dont on se demandera si elle est vraiment différente de ce qui est pratiqué en France, car en France, toute bonne analyse digne de ce nom est critique par définition. Donc, je vais vous laisser la parole, Angélique. Vous avez 40 minutes ou davantage si vous le souhaitez. Ce sera suffisant, on verra bien. Et puis ensuite, on aura également 3 quarts d'heure pour Ruth Wodak et une discussion commune nous réunira. Merci. Bien, merci. Je ne sais pas si le son, je suis à la bonne distance. Honorée d'être ici aujourd'hui et merci au professeur Errand pour son invitation, ainsi qu'à Laura Audasso pour son aide pour la préparation de cette séance. Je suis également ravie de partager la séance avec Ruth Wodak, dont je suis les travaux depuis longtemps. Je vais parler en effet des discours de haine contre les migrants, notamment à travers les résultats d'un projet de recherche collectif franco-allemand que j'ai copiloté, financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, et son équivalent allemand. Mon propos visera notamment à souligner les fractures et les divisions qu'on observe en creux à travers les propos qui circulent en ligne au sujet des migrants. Je souhaite également parler des défis conceptuels et méthodologiques face auxquels les chercheurs se trouvent lorsqu'ils travaillent sur ces questions. Je vais donc procéder en 3 étapes. D'abord, quelques éléments de contexte,
puis des questions de méthode, et enfin quelques résultats de notre projet. On constate que l'expression discours de haine s'est répandue depuis les années 1980. Dans son versant anglo-saxon de hate speech, elle est utilisée dans de nombreuses études d'institutions et d'associations européennes et extra-européennes qui visent à sensibiliser le public contre l'expansion des discours haineux, notamment sur Internet et les médias socio-numériques. Le discours de haine fait également l'objet d'un nombre croissant de travaux de recherche. Ceci peut être appréhendé, selon certains, dans le sillage de ce que l'on appelle le tournant affectif des années 1990. Cette expression, tournant affectif, fait référence à un ensemble de recherches au sein des sciences humaines et sociales qui s'intéressent à la manière dont l'affect façonne nos expériences et conduit nos pratiques. On examine dans ces cadres, par exemple, les affordances affectives de plateformes, c'est-à-dire les designs et les fonctionnalités, les capacités d'action, on dirait, comme par exemple celles de Twitter, qui se caractérisent par des phrases courtes, l'usage des hashtags, des likes, etc. Et comment ces affordances produisent à leur tour des publics affectifs, c'est-à-dire des ensembles d'individus disparates, mais liés par l'affect, et cela aussi bien entre eux qu'avec le monde extérieur. Bien évidemment, la dimension affective fait partie structurante de la nature humaine, et ce ne sont pas les techniques qui l'ont inventée. Le média dit de masse, la publicité, la communication politique se sont très tôt intéressés à l'instrumentalisation des émotions à des fins de propagande, sous-tendues par des préoccupations politiques, mercantiles, etc. Néanmoins, il s'avère que la dimension affective se trouve aujourd'hui amplifiée par la portée du numérique, épaissie par l'anonymat et érigée en ressource qui nourrit le web participatif et conditionne même son fonctionnement. De nos jours, exprimer ces états d'âme en ligne constitue un acte aussi banal que recherché, notamment par les plateformes qui en tirent profit pour capter l'attention des publics. Les motivations qui sous-tendent la désinhibition des individus en ligne sont diverses. On peut parler de besoins de divertissement, de visibilité, une illusion d'émancipation, la volonté de participer, de provoquer. D'autres pointent davantage le rôle du dispositif. L'immédiateté faciliterait la parole affective, l'anonymat réduirait les inhibitions, les réseaux sociaux numériques seraient des dispositifs à forte dominante captatrice qui renforceraient une mise en scène à visée pathémique du monde, c'est-à-dire fondée sur les pathos, l'émotionnel. Les possibilités offertes par le numérique, les vidéos, les gifs, les mèmes, les mentions, le partage massif, etc., amplifieraient ces effets. Les appropriations politiques de ces agissements sont bien évidemment à prendre en considération aussi, notamment à propos du sujet de la migration, qui depuis des décennies maintenant constitue un sujet qui divise beaucoup et qui sert souvent à promouvoir d'autres intérêts. De nombreuses initiatives, comme je le disais, émanant de la société civile, des associations, ou initiées par des instances étatiques européennes et extra-européennes, Commission, Conseil de l'Europe, UNESCO, etc., travaillent pour la lutte contre la prolifération des discours de haine sur Internet. Les plateformes elles-mêmes essayent d'instaurer des politiques de surveillance de conduite haineuse entre détection automatique et recours à des signalements par des usagers. Dans le premier cas, c'est de l'intelligence artificielle. Dans le deuxième cas, ce sont les usagers qui signalent les contenus qui sont problématiques. Cependant,
l'analyse et la détection du discours de haine en ligne pose des difficultés d'ordre conceptuel et méthodologique. Conceptuel d'abord. Alors, commençons par ceci. La définition la plus courante du discours de haine, qui est reprise dans plusieurs travaux de recherche, mais aussi dans les chartes de plateformes en ligne, ainsi que dans les études menées par des associations et autres collectifs travaillant dans ces domaines, et peut-être celle proposée par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Celle-ci apporte des précisions importantes, mais se caractérise aussi, selon moi, par une impasse d'ordre tautologique, je dirais. Et je cite alors, le discours de haine couvre toute forme d'expression qui répand ou justifie la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou toute forme de haine basée sur l'intolérance qui incite ou en fait l'apologie. Mais la question qui me semble pas résolue est qu'est-ce que la haine finalement? Est-ce que le discours qu'on trouve en ligne, ce sont vraiment de la haine, etc., etc. Et donc je vais revenir sur ces questions. Souvent, les recherches, par exemple en informatique ou en linguistique computationnelle, mettent en œuvre des outils de détection à des fins de modération ou de suppression automatique fondés sur des approches lexicales. Ils construisent des listes préétablies de mots haineux ou bien des mots désignant des émotions, mettant l'accent ainsi sur l'essence de ces mots, leur fréquence et les configurations syntaxiques dans lesquelles ils apparaissent. Le problème est que ces listes lexicales, à l'interface entre sémantique et syntaxe, peinent à capter les formes les plus subtiles et implicites de la haine. Les sarcasmes, les euphémismes, les stéréotypes employés, les références contextuelles qu'il faut connaître pour comprendre l'essence d'un propos. Ils peinent aussi à capter les stratégies de dissimulation que les internautes mettent en place, les jeux avec l'orthographe, les cryptolangages réservés aux initiés. Sans compter qu'on est en général ici dans le cadre de classification binaire. Soit un message est haineux, soit il n'est pas haineux. D'autres travaux distinguent des niveaux de haine. Une approche assez intéressante, structurée sur la distinction entre offense et agression, qui correspond à l'acte de langage effectué par le commentaire et reprend aussi les deux versants courants de la haine, l'injure et la diffamation d'un côté et l'incitation de l'autre. Au sein de cette approche, le premier niveau s'appliquerait alors au message que nous appellerons offensant, qui porte en sourdine des potentiels effets blessants vis-à-vis de la population visée. Il s'agit de commentaires injurieux, avec des termes insultants, souvent relevant de l'univers animalier concernant les migrants, voire les immigrés plutôt dans notre cas. Ils attaquent souvent l'honneur et la dignité des personnes et relèvent davantage de l'ordre de l'éthos, de la personne, enfin des personnes concernées. J'ai mis quelques exemples sur la diapositive, sur les PowerPoint de manière générale. J'espère que ça ne va pas vous gêner. Je ne sais pas faire la lecture de ces textes et donner ampleur à ces propos, les dire. Je les laisse disponibles à la lecture pour ceux qui le souhaitent. Le second niveau concernerait le message dit agressif, qui incite à un acte d'agression. Nous sommes ici souvent en présence de verbes à l'impératif, même si cela n'est pas obligatoire. Un adverbe comme « dehors » peut aussi être incitatif. On peut, selon les chercheurs, distinguer une agressivité faible,
l'acte en cité n'appelle pas à une blessure physique ou à la mort. Par exemple, lorsque nous avons affaire à un appel à l'expulsion, où on peut avoir une agressivité forte. L'acte en cité appelle justement à une blessure physique, voire à la mort. Et encore quelques jolis exemples sur le PowerPoint. Cette grille d'analyse est applicable dans plusieurs cas. Je la trouve très intéressante, vraiment. Et en pratique, cependant, elle a aussi ses limites. On constate plus concrètement que l'univers haineux contre les migrants est plus complexe. Le propos sur les migrants s'adresse ou bien concerne, interpelle une multitude d'acteurs, au-delà des migrants. Des hommes et des femmes politiques, des journalistes, des médias, des ONG, etc. Pour le dire autrement, souvent, le message haineux ne s'adresse pas directement aux migrants, mais s'en prennent plutôt à ceux qui les soutiennent. Les migrants constituent finalement moins les destinataires de propos émis que les référents de ceux-ci. Plus que contre les migrants, je dirais, les commentaires en ligne sont des discours à propos des migrants. Se pose alors la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette polyphonie, voire cacophonie de propos qui circulent en ligne, comment on l'analyse. C'est cette question qui nous a préoccupés dans le projet franco-allemand, donc Emphasis, Migration and Patterns of Hate Speech in Social Media, qui est soutenu par l'Agence nationale de la recherche en France et la Fondation allemande pour la recherche. Et notre démarche se fonde encore sur une approche narrative, voire actentielle de la haine, c'est-à-dire on va parler d'acteurs. Donc. La haine en tant qu'émotion. Donc nous nous intéresserons alors aux acteurs qui interviennent dans le schéma de pensée, le récit de la haine, et comment ces acteurs sont liés entre eux. Et je vais m'expliquer tout de suite. La psychiatrie nous rappelle que la haine est d'abord une émotion, plus forte que la colère, vis-à-vis d'un objet. Elle a alors une cible, un ennemi. La haine se concrétise ainsi à travers un schéma de pensée, qui peut bien sûr être fallacieux, qui rend l'émotion vis-à-vis de la cible légitime aux yeux de la personne qui éprouve la haine, le sujet. Ce schéma de pensée résulte d'appréciation des situations ou d'événements et cristallise des jugements et des interprétations qui sous-tendent l'émotion. La haine exprime donc la représentation d'un monde et dans un mouvement récursif légitime ce même monde. Ces évaluations sont perçues généralement sous l'angle de l'injustice et peuvent, dans certains cas, conduire le sujet à chercher réparation à travers une incitation à l'action. Pour cette raison, la pensée qui sous-tend la haine englobe des aspects des diagnostics qui induisent le sujet à identifier les causes d'une injustice et des pronostics qui consistent à appeler à des solutions. Cette triple dimension de la haine, émotion, cible, pensée, permet de faire les liens entre l'état physiologique, les sensations que l'émotion provoque, et l'état cognitif, voire psychique, voire social, diront certains, à savoir les schémas mentaux qui l'accompagnent. Sauf à recourir à des dispositifs médico-techniques spécifiques, ce qui n'est pas le domaine des sciences humaines et sociales, il s'avère alors difficile de saisir l'état qualitatif de la haine en tant qu'émotion. Nous essayons ainsi d'accéder à la haine à travers ses manifestations et traces langagières, à travers la manière dont elle s'exprime et se forge dans les discours,
dans la mesure où la haine est aussi discours. C'est cette approche que nous avons voulu appliquer dans notre projet franco-allemand. Et les réflexions et thèses que je vais présenter par la suite sont les résultats d'un travail collectif d'environ 3 ans d'observation à partir de 2018, opéré au sein des différents réseaux socio-numériques, ainsi que sur les sites web d'un ensemble de plateformes d'information et de réinformation des médias dits alternatifs, sélectionnés notamment en raison de l'accessibilité qu'ils offraient à la section de commentaires. C'est de plus en plus difficile de trouver des sections de commentaires ouvertes, sachant que plusieurs médias ont pris la décision de les fermer à cause justement de la difficulté de modérer les propos en ligne. De nombreuses extractions de commentaires ont été effectuées pendant cette longue période, et notamment au début 2020, plus de 10 000 à ce moment-là. Cette extraction a été opérée manuellement d'abord, puis à l'aide d'outils automatisés. Nous avons travaillé avec des informaticiens en utilisant un ensemble de mots-clés au sein du champ lexical de la migration, notamment étrangers, immigrés, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, asile, immigration, migration, ainsi que des expressions comme non-migrants, migrants stop, qui sont très utilisées dans les camps anti-migrants, si on peut dire. Nous avons également effectué des recherches sur les politiques de modération des médias de support étudiés, et je vais y revenir brièvement. Nous avons alors observé, comme je le disais, que les schémas de pensée de la haine en ligne contre les migrants font intervenir un ensemble d'acteurs humains et non humains, acteurs au sens large alors. Les migrants, bien sûr, mais aussi les acteurs politiques, médiatiques, économiques, institutionnels, des acteurs de la société civile, des entités abstraites comme la démocratie, etc. Ces acteurs sont en général évalués, souvent en tout cas, évalués de manière négative ou positive pour leur action ou leur manque d'action. Les évaluations négatives engendrent souvent la désignation des victimes, à savoir d'acteurs qui subissent les conséquences du comportement des acteurs jugés négativement. Par exemple, si les migrants sont accusés de criminalité, les Français en sont victimes. Néanmoins, comme je le disais, les évaluations exprimées dans les propos peuvent aussi être positives. Certains salueront par exemple la force, la perspicacité et la droiture de ceux qui prônent le refus des migrants et l'expulsion de ceux-ci, ou la fermeture des frontières. Dans ce cadre et de manière générale, même si selon le sujet discuté, les résultats ne sont pas tout à fait identiques, on peut cependant observer quelques tendances. Ce sont les acteurs du monde politique, tous partis confondus, qui sont ceux qui sont le plus fréquemment évalués négativement. Les évaluations positives portent également sur les acteurs politiques, mais surtout sur 2 catégories. On voit notamment quelques acteurs politiques étrangers être félicités par leur position sur ou leur gestion des migrations. Enfin, à l'époque où on a fait cette extraction, il y avait beaucoup dans les débats les actions menées par le président, par Salvini en Italie, et donc je pense que c'est lié aussi à ces moments où le corpus a été constitué. Les évaluations positives portent également sur les co-discutants, ceux qui ont émis un avis précédemment dans les fils de discussion, et on voit ainsi que la question de l'identité du groupe est importante lors de ces discussions en ligne, et que ce qui se joue dans les discussions est aussi la construction de nous collectifs. Pour le dire de manière plus simple, les gens s'auto-félicitent un peu de ce que quelqu'un précédemment a dit par rapport au sujet de la migration. Quelles sont les raisons des évaluations négatives ou positives ? Le jugement des migrants, ici plutôt à lire immigrés, j'ai envie de dire, est notamment fondé sur des considérations économiques et sur des présomptions d'incompatibilité culturelle.
On voit aussi des présomptions de comportements criminels, violence, vol, etc., de maladies et d'inventions. On trouve ici les théories, bien sûr, sur les grands remplacements, notamment. Le jugement des acteurs politico-économiques ou médiatiques évoque en revanche le manque de courage, l'inefficacité, l'hypocrisie, la naïveté. Et lorsqu'il y a évaluation positive, celle-ci souligne l'efficacité, la volonté, la sagacité de ceux qui ont su tenir tête aux ONG, bien gérer l'immigration, etc. Les évaluations peuvent puiser dans des cas précis, lorsque les discussions en ligne relatent des incidents vécus, qui est assez courant, mais elles peuvent aussi opérer sur la base des généralisations. Et ces discours vont souvent produire des parallélismes historiques, observations assez fréquentes, notamment dans les corpus français. Je vais faire un petit commentaire par rapport à la différence entre corpus français et corpus allemand un peu plus tard. Les acteurs qui interviennent dans cet univers de la haine constituent aussi des cibles d'injonction, d'incitation à l'action. Ces actions englobent des degrés d'agressivité différents, dans les sillages de ce que je disais tout à l'heure. Pour les acteurs politico-médiatiques, l'injonction peut porter sur les changements de politiques et de pratiques, accompagnés d'appels au réveil du peuple français. Pour les migrants, il peut être question d'appel à l'expulsion ou à l'élimination. Ceci est cependant plutôt rare dans notre corpus, le côté très violent, enfin, l'appel à l'élimination, surtout le corpus allemand. On peut déjà s'interroger ici sur les rôles de la modération, qui est bel et bien présente, selon ce que nous disent les plateformes et les médias. Ils disent qu'ils modèrent les discours. On peut aussi s'interroger sur l'importance de la manière dont le corpus a été constitué ou sur les contextes social, culturel, etc. Mais ça dépasse un peu notre capacité ici d'apporter des réponses à ces questions-là. En tout cas, de façon métonymique, on observe plusieurs mises en opposition qui s'opèrent. L'élite contre le peuple, la mondialisation contre les États, la droite contre la gauche, les citoyens désavantagés contre les migrants, le français ou allemand, selon les cas, contre les migrants, le français ou allemand, selon les cas, contre les autres acteurs politiques étrangers, comme l'Union européenne par exemple, les Européens occidentaux d'un côté contre les autres, les Africains, etc., les pro-migrants contre les anti-migrants, les bons migrants contre les mauvais migrants, les présents vers le passé, avec, comme je disais, une certaine nostalgie pour le passé, de parallélisme historique, etc. Pour ce qui concerne la France, on observe au sein de cet univers d'opposition, de manière générale, et peu importe le sujet ou les médias, deux types de divisions, clivages majeurs, le français contre les migrants, le peuple contre les élites. Alors, le premier, je vais essayer de le montrer, voilà, le premier, celui-là, ici, correspond à un clivage d'ordre ethnoculturel, où on va retrouver notamment les arguments de l'incompatibilité culturelle qui conduit à des comportements sanctionnables. Le second, celui-là ici, s'inscrit plutôt dans un clivage d'ordre social, où ce sont surtout les considérations d'ordre économique qui sont primordiales. Mais au sein de la cacophonie qui résulte, je dirais, on observe aussi souvent des glissements, de nouvelles oppositions, celles qui sont en diagonale, que j'ai mis en pointillé, et qui mélangent les cadrages ethnoculturels et sociaux. Le français dans le sens de la nation contre les élites et le peuple dans le sens des classes populaires contre les migrants.
Je peux présenter aussi quelques exemples, même si, comme je dis tout à l'heure, j'essaye plus de présenter les idées et les conclusions au lieu de rester sur des exemples précis. D'autres observations retiennent aussi notre attention. Le manque d'interaction d'abord. Le commentaire constitue notamment une série de répliques accumulées, souvent en lien avec le texte initial, l'article qui a déclenché les fils de discussion. Même si je disais tout à l'heure que les participants se félicitent, c'est vrai, ça arrive, mais ce n'est pas très courant. En général, les participants n'interagissent pas entre eux, sauf lorsqu'il s'agit de valider un argument émis, d'appuyer une thèse ou de féliciter un intervenant. On observe également le manque de marqueurs émotifs dans le sens d'expression émotive, mais aussi l'importance de la ponctuation, qui est certes une caractéristique générale des réseaux sociaux, mais qui est très présente ici, le point d'exclamation, le point de suspension, les émoticônes, etc. C'est très rempli le commentaire avec ces éléments. On note aussi que ce sont surtout les actualités en lien avec la justice et la sécurité qui engendrent les propos les plus négatifs de manière générale. Et enfin, dans une perspective contrastive, on observe davantage des propos radicaux, c'est-à-dire des incitations à la violence, dans le corpus francophone par rapport au corpus germanophone. Question de corpus, question de modération, question des sociétés au vu de passé, selon certains vont dire que dans un contexte allemand, au vu d'un certain passé, on ne va pas se permettre peut-être de dire certaines choses. Je ne sais pas, là c'est de l'ordre de l'interprétation, hein, je ne peux pas avancer des réponses à ces questions. Comment synthétiser ces observations ? À mon avis, ce qu'on appelle discours de haine en ligne contre les migrants cristallise finalement d'abord un malaise au sujet de la migration, un sentiment d'injustice assez diffus, fondé sur une position victimaire et des imaginaires dont on peut certes redouter l'effet performatif, c'est-à-dire à force d'être dans ces de croire, hein, de faire partie de cet univers qui présente ces idées, on peut s'interroger sur le fait que ceux-ci auront sur les comportements. Il cristallise aussi le discours de haine en ligne contre les migrants, des fractures multiples, des polarisations qui se matérialisent dans un rapport de force avec autrui, notamment celle qui m'a beaucoup interpellée, entre élite et peuple. Mais le discours de haine en ligne contre les migrants et aussi le manque de dialogue au sein des espaces participatifs que nous appelons sociaux un peu peut-être trop rapidement. Il est aussi, il cristallise la non-reconnaissance des migrants en tant que sujet parlant, parce que quelque chose un constat qui émerge de cette analyse, c'est que quoique les migrants sont au centre de ces discours, ils n'apparaissent jamais en tant que sujet parlant. Ce sont les autres qui parlent d'eux. Ces résultats se réfèrent principalement à la période précédant la pandémie. Nous savons que la période du déconfinement, a contraint les gens à rester à l'intérieur et à davantage se tourner vers les canaux de communication en ligne pour s'exprimer et discuter de l'actualité. En France, notamment, la pandémie a stimulé un certain sentiment d'appartenance et de fraternité. À un moment, on a vu les gens applaudir le personnel du service national de santé, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Mais aussi, dans certains cas, la pandémie a réactivé ou exacerbé les angoisses, les soupçons et la méfiance à l'égard de l'autre, en tant que danger potentiel, notamment en tant que transmetteur du virus de la Covid-19. Nous avons voulu alors observer les discours en ligne au sujet des migrants
plus particulièrement pendant les 2 premiers confinements en France en 2020, pour savoir si le contexte a modifié la nature du contenu en ligne. Et la conclusion est que même dans le contexte de la pandémie, le caractère général des propos sur les migrants n'a pas changé. La crise de la Covid-19, sous l'angle de la question migratoire, a été présentée dans le discours en ligne comme un problème de santé, mais aussi et surtout comme un problème de sécurité. Déjà, lors du premier confinement national en France, la fermeture des frontières a été largement discutée sous l'angle sécuritaire. Quant à la question sanitaire, elle était déjà présente lors du premier confinement, mais elle a été considérablement atténuée lors du deuxième confinement. C'est encore, là, ici, la logique sécuritaire qui l'a emporté. Comment conclure alors cette présentation? Avec une question, je dirais. Peut-on, voire doit-on modérer les discours en ligne? Certes, on peut modérer l'incivilité. Certes, on doit intervenir lorsqu'il y a des incitations à la violence, à la mort. Mais que faire alors avec le schéma des pensées, les polarisations, les fractures et les divisions? Ceci est la vraie question et je suis désolée de ne pas avoir encore la réponse. Merci. Bien, vous avez été certainement frappé par le contraste entre les discours de haine présentés en exemple et la tranquillité du discours de notre analyste. Il y a une capacité de détachement là qui est assez admirable, je dois dire. Voilà, eh bien, on en reparlera tout à l'heure. And now, let's move on to the presentation by Ruth Wodak. Please, Ruth, the floor is yours.